Gilles William Golnadel, Boker Tov, bonjour. Bonjour Bokertov. Merci d'être avec nous ce matin sur studiocalita.com. Nous allons ensemble parler de deux sujets. Un sujet qui nous touche bien entendu à tous de très près, qui est particulièrement douloureux puisqu'il s'agit de l'affaire de l'assassinat de Sarah Attal Halimi. Vous êtes l'avocat de la famille Halimi et nous voudrions vous demander d'abord, Maître Golnadel, quelles ont été les répercussions de l'appel lancé par les intellectuels. Est-ce qu'il y a quelque chose qui commence un peu à bouger concernant autour de l'assassinat de Sarah Attal Halimi? Ah bah oui, il n'est pas douteux que depuis quelques semaines, on parle beaucoup plus de cette affaire. La France la connaît, enfin une bonne partie de l'opinion française, celle qui s'intéresse aux choses, l'autre je n'en parle pas, mais celle qui s'intéresse aux choses connaît maintenant l'affaire Sarah Halimi. Elle la connaît à travers des articles qui enfin ont été donnés dans la presse, et il est sûr que l'appel d'intellectuels de prestige qui a été publié dans le Figaro il y a quelques jours a également contribué à cette connaissance, à cette prise de conscience et à cette sensibilité nouvelle par rapport à cette affaire qui contraste singulièrement avec la chape de plomb qui aura caractérisé cette affaire pendant plus d'un mois pour des raisons variées qui n'honorent pas leurs auteurs. Est-ce que c'est valable pour l'ensemble de la presse française, au-delà du Figaro qui a répercuté donc cet appel? Oui, l'ensemble de la presse française est maintenant assez réactive. Il est certain que le Figaro s'est honoré dans cette affaire, comme l'Aurore s'était honorée dans l'affaire Dreyfus, hein, sans vouloir être dans l'hyperbole. D'autres journaux maintenant en parlent. Alors évidemment, c'est une manière particulière d'en parler. Quand par exemple le journal Libération titre démence ou antisémitisme, il n'est pas douteux qu'il y a une orientation particulière. Vous vous rappelez que lorsqu'il s'agissait du Norvégien Breivik qui avait assassiné des dizaines de personnes, sa folie supposée n'était en rien considérée comme incompatible avec son racisme. Les deux notions sont parfaitement compatibles. Donc il y a évidemment une orientation idéologique chez certains. Alors comment vous avez interprété, vous avez expliqué ce silence des autorités, ce silence de la presse pendant presque un mois? Ah bon, mais je n'ai aucun... D'abord, même la communauté juive organisée n'est pas exempte de critiques. Nous étions en pleine période électorale et les notables craignaient que Marine Le Pen puisse tirer, si j'ose dire, les marrons du feu. Et donc, il y a eu même des communiqués minimisant considérablement ce qui s'était passé. Moi, je ne les ai pas oubliés. Ensuite, pourquoi voulez-vous que la presse soit plus royaliste, si j'ose dire, ou plus juive que la communauté juive? Donc, la presse était évidemment sur une réserve d'autant plus grande que, bien entendu, mais là c'est un schéma habituel, dès l'instant où il s'agit d'islamisme, et bien évidemment l'antisémitisme est minimisé. C'est une tendance lourde. Comme je l'ai dit, vous pouvez être assuré que si le Malien musulman avait été un blond aux yeux bleus, la France serait descendue dans la rue. Ouais. Voilà, donc c'est une lourde tendance idéologique de ne pas aimer pointer l'antisémitisme dans les quartiers. Vous savez bien que la nouvelle secrétaire d'État, Madame Schiappa, est une personne qui nie, par exemple, le phénomène même antisémite dans les quartiers, alors qu'il explose. C'est une situation qui n'est pas nouvelle, mais qui maintenant est effrayante, puisqu'elle tourne encore plus le dos à la réalité, après les massacres de Toulouse, après l'affaire Halimi, après l'hypercachère. On voit bien à quel point l'idéologie
est capable de tourner le dos totalement à la réalité dès l'instant où vous laissez passer un peu de délai entre la réalité et l'idéologie qui reprend très vite ses droits. Ça veut dire qu'on refuse de prendre conscience. Est-ce que vous avez le sentiment que le nouveau gouvernement, que le nouveau président de la République nous ramène de ce point de vue à une période où, par exemple, à cette période des années 2000, 2002, du début de l'intifada, où on refusait de voir la réalité en face? Oui, malheureusement, la vérité m'oblige à vous dire, et elle contraste singulièrement avec la période idyllique dans laquelle se trouve actuellement le gouvernement Macron, mais bien, je constate une manière de régression intellectuelle, morale et politique sur les questions touchant l'islamisme. Vous aurez remarqué que c'est un mot d'ailleurs banni. Le terrorisme islamiste n'existe pas dans le vocabulaire gouvernemental, quand il caractérise par exemple ce qui s'est passé en Angleterre. De ce point de vue-là, c'est une régression sémantique par rapport à la période du gouvernement Valls. Alors justement, d'une certaine manière, je reprends la balle au bond puisque vous parliez du gouvernement Macron, du président de la République, et je voulais, nous avons donc assisté aux premiers résultats de ces législatives. Un mois après l'élection d'Emmanuel Macron, ces législatives des Français de l'étranger, les 11 circonscriptions des Français de l'étranger, qui nous laissent déjà apercevoir une sorte de tendance que l'on pourrait appeler même une forme de raz-de-marée macronien qui pourrait déferler après avoir été marqué en Outre-mer, qui pourrait déferler sur la métropole, puisque 8 ou 9 des candidats d'Emmanuel Macron, des candidats de la République En Marche, qui étaient candidats donc dans ces élections pour les Français de l'étranger, ont obtenu plus de 50%. Ils n'ont pas été élus parce qu'il fallait un taux de participation un peu plus élevé. On remarque même ici en Israël, dans la 8e circonscription, eh bien, Meir Habib, le candidat de la droite des Républicains, est au coude à coude avec Florence Dorry qui représente donc le parti d'Emmanuel Macron. Comment vous expliquez d'ores et déjà ce qui semble se confirmer, même selon les sondages, comme un véritable raz-de-marée? Je donnerai une triple explication. La première, c'est un phénomène habituel qui est que les Français, dans le cadre des institutions de la Ve République, veulent toujours donner une prime au parti qui se réclame du président de la République. Même si ce parti n'existait pas au moment des élections présidentielles. C'est son parti, on veut donner au président les coups des franches. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, c'est que c'est l'état des partis classiques et anciens, justement. Les partis anciens sont pénalisés par le discrédit juste ou injuste dont ils pâtissent. C'est le cas du Parti socialiste qui peut-être n'existera plus. Idem pour le Parti communiste pour ce qu'il en restait. Le parti des Républicains aussi connaît une très grande désaffection, non seulement en raison de la défaite de son candidat, M. Fillon, mais également parce que il n'est incarné en vérité par personne. De mon point de vue, c'était une très grande erreur que M. Barouin ressuscite le Nini dès le premier tour, ce qui fait que des électeurs habituels des Républicains, au moins dans leur frange modérée, peuvent être tout à fait tentés pour voter directement pour le parti du centre modéré qu'incarnent les Républicains En Marche. Et puis enfin, en dehors même de cette situation qui fait qu'il y a un alignement complet des planètes pour M. Macron, les astres lui sourient, puisque actuellement, il fait l'objet d'une adoration médiatique qui ignore même le sens critique. Donc, vous mettez toutes ces explications psychologiques et politiques bout à bout, et vous avez une situation qui pâtit au meilleur, puisque j'en profite pour vous dire à quel point je souhaite la victoire de mon ami Meir Habib, non seulement parce que c'est mon ami,
mais parce qu'il aura toujours incarné la défense d'Israël. Je me souviens lorsqu'il défendait, ou plutôt il protestait contre le vote de la France qui allait jusqu'à nier le lien entre le peuple juif et Jérusalem. Il a été de tous les combats. Il a aussi, ce qui m'a beaucoup épaté, défendu bec et ongle le sort des franco-israéliens en Israël, même pour des choses tout à fait quotidiennes. Et donc, j'avoue que je suis assez en colère contre cette abstention. Voilà, oui, c'est ça. Comment vous expliquez cette abstention? Oh, vous savez, les explications les plus grégaires, les explications les plus prosaïques sont malheureusement souvent les meilleures. Les gens ne veulent pas se bouger, les gens sont apathiques, et je trouve que, s'agissant justement des franco-israéliens, j'avoue que je suis déçu qu'il n'y ait pas eu plus de votants, aussi bien à Tel Aviv qu'à Jérusalem, et je souhaite vraiment qu'au deuxième tour, les franco-israéliens comprennent à quel point Meir Habib va leur manquer si à Dieu ne plaise, il ne remportait pas cette élection. Bien entendu, rien n'est joué du tout, puisque je crois il est lui très très près de la candidate d'En Marche. D'une certaine manière, il déroge à la loi commune. On peut dire que c'est le seul qui a réussi à endiguer en fait ce raz-de-marée. Exactement. Il suffirait donc d'un coup de rein supplémentaire pour les franco-israéliens pour que justement ils fassent mentir la loi générale. Et c'est ce que je veux croire au moment où je vous parle. Vous pensez que finalement, on se retrouve dans cette situation aujourd'hui au niveau de la politique française, de cette classe politique totalement éclatée par, on va dire, l'acharnement, l'entêtement de François Fillon à rester à son poste de candidat des Républicains? Est-ce que vous pensez rétroactivement qu'il aurait il aurait dû quitter ses fonctions et être remplacé? Oui, enfin moi j'étais de ceux qui, avec justement mon ami et associé Georges Fenech, qui se présente dans le Rhône, était pour que François Fillon s'en aille. Mais malheureusement, le plan B, comme on dit, était difficile à réaliser. Donc, bien entendu, monsieur François Fillon n'était pas mon candidat, moi. Mais cela étant, entre le fait qu'un sort très injuste sur le plan juridico-médiatique lui a été donné, si j'ose dire, plus sa manière calamiteuse de se défendre, plus son maintien dans la course, même si encore une fois la solution n'était plus idéale, font que évidemment le Parti républicain d'une certaine manière a été volé comme au coin d'un bois dans cette affaire. Vous savez, l'élection de Macron, c'est une histoire dont d'ailleurs les ressorts juridico-médiatiques quand même, parce qu'il faut un jour peut-être, l'histoire est malheureusement souvent injuste, mais l'attitude dans cette affaire idéologique et d'une partie de la justice et d'une partie de la presse ne peut pas être totalement exclue. Moi, j'aurais passé médiatiquement une bonne partie de ces élections à dénoncer cette manière de procéder. Mais enfin, on en est là et on ne peut pas oublier que M. Macron aura eu l'extrême rapidité d'esprit de profiter de ces choses-là, de tirer les marrons du feu, et la victoire sourit aux audacieux. Une dernière question, Gilles William Gonaldel. Nous posons cette question à nos invités cette semaine, puisque nous célébrons le 50e anniversaire de la guerre des 6 jours, de la réunification de Jérusalem. Est-ce que vous vous souvenez où vous étiez le 7 juin 1967, au moment de la réunification de Jérusalem, ou pendant la guerre des 6 jours? Ah oui. Le sentiment?
Je l'ai raconté dans un de mes livres. J'avais 13 ans, j'étais à Gournay-en-Bresse, un tout petit patelin de Seine-Maritime, et mon père, qui était une sorte de joueur professionnel, jouait aux cartes, et dans l'après-midi, et j'étais lui susurrer dans l'oreille ce qui se passait, et il m'a fait un signe approbateur. C'était une circonstance tout à fait exceptionnelle, et je raconte dans mon livre que j'étais partagé entre la complicité que j'avais avec mon père et le fait que je lui reprochais de ne pas au moins avoir lâché les cartes pour saluer l'événement. Vous voyez que ce que je raconte est tout à fait particulier. Eh bien, Gilles-William Gonalder, merci d'avoir été avec nous tôt ce matin ici, puisqu'il est 1 heure de moins en France, tôt ce matin avec nous sur studiocalita.com pour répondre à nos questions sur donc les répercussions de l'assassinat de Sarah Halimi et puis donc ces élections législatives dont le premier tour se déroulera le 11 juin, donc c'est-à-dire dimanche. En France métropolitaine, le deuxième tour, bien entendu, le 18 juin. Et je rappelle que vous avez ici appelé très fermement à voter en faveur de Meir Habib, une mobilisation de l'électorat. Voilà, de l'électorat. Je salue tous vos auditeurs. Merci beaucoup, Gilles-William Goldnadel, et à bientôt. Bonne journée. Shalom. Bonne journée. Shalom, Daniel. Voilà, c'est la fin de cette heure d'actualité sur studiocalita.com. Merci d'avoir été avec nous pendant toute cette heure d'actualité. La suite des programmes, eh bien, c'est avec Cathy Choukroun qui vous présentera l'ensemble de ses chroniques, comme comment ça marche, le hub de l'emploi, également les personnalités célèbres du siècle et puis les dossiers Calita. Vous allez le retrouver, toutes ces chroniques de Cathy Choukroun dans quelques instants sur studiocalita.com. Je prends congé. Shalom, passez une agréable journée. On se retrouve demain matin. Bye bye. Shalom.